C'est mon petit bonheur de la journée et j'espère qu'il s'agira du vôtre aussi. Bienvenue sur AviExpress pour le test du vidéoprojecteur JMGO N1 Ultra. Parfaitement emballé pour résister à une chute de plusieurs centaines de mètres de haut. Ah, c'est clair qu'un projecteur c'est précieux, mais un emballage de ce type c'est une première pour moi. J'adore le pied qui a été réalisé par la marque, déjà extrêmement stable, mais permet surtout d'orienter le projecteur dans quasiment tous les sens. C'est extrêmement stable eu égard au poids de l'ensemble qui fait quand même 5 kg, il y a même une roue en partie inférieure pour l'orientation du projo. S'il fallait commencer le test avec un vrai axe de différenciation, c'est clairement réussi de la part de JMGO. Stoppons l'emballement sur l'originalité, c'est une très classique puce Texas Instruments DMD 047 qui équipe ce projecteur. Si elle fonctionne nativement en Full HD, elle est capable d'envoyer de la vraie 4K par le biais du traitement XPR. En ultra synthèse, le taux de rafraîchissement de cette puce permet de recréer les pixels manquants par rapport à une image Full HD pour vous la restituer en vrai 4K. Niveau technologie, il s'agit d'un triple laser avec technologie MALC qui promet une luminosité à 4000 lumens. Autofocus, correction trapézoïdale, horizontale et verticale, compensation de mouvement font partie des technologies implémentées à l'intérieur de ce projecteur. Ça, c'est fait pour me plaire. Va manquer le zoom optique, remplacé par un zoom numérique. Il s'agit donc d'une focale fixe avec un ratio de 1,2 pour 1. Haut-parleur 2 x 10 watts d'in-audio. La connectique paraîtrait presque minimaliste. Vous avez de l'USB 2 ici, de l'HDMI en 2.1 pour les deux ports, plus celui-là qui est IARC, une sortie casque. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, processeur Mediatek, Android TV11 à l'intérieur de ce vidéoprojecteur. Vous connaissez à peu près ses caractéristiques techniques, c'est parti pour le test. Je vous le dis à titre personnel et pour décomplexer la chose, mon projecteur longue focale principal, je l'utilise directement sur un mur blanc acrylique. Là, on va utiliser une toile spécialisée pour cette vidéo. Celle que vous voyez ici en toile de fond, c'est un projecteur courte focale. J'ai eu un petit moment de flottement en allumant le projecteur, j'ai eu ce niveau de luminosité alors que pourtant le rétroéclairage était réglé sur 10. Et en l'asticotant pendant 2 secondes, ça y est, j'ai obtenu le vrai niveau de luminosité, le vrai niveau de puissance lumineuse, qui est suffisamment correct pour être vu en plein jour, mais ça va pas vous donner une image magnifique. C'est pas le genre de projecteur que vous pouvez utiliser avec, comme moi, 3 sources lumineuses à l'intérieur de mon salon. La concurrence du soleil est trop rude. Pour avoir une belle image, il faudra quand même baisser un peu les volets. J'utilise le temps de baisser les volets pour vous dire que ce projecteur est totalement inaudible au niveau du ventilateur situé en position arrière. C'est extrêmement agréable, même en puissance lumineuse 10. C'est nickel, la télécommande répond super bien et au niveau électrique, il consomme à peu près 120 watts. Comme vous pouvez le voir de vos yeux, alors oui, l'image n'est pas droite, mais ça on le verra dans un instant, le projecteur est suivi au niveau des mises à jour. Et j'en ai une à faire maintenant, ça c'est cool. Première chose qu'on va faire, c'est remettre l'image d'équerre. Vous avez les paramètres de correction trapézoïdale. Vous allez activer, j'imagine, la correction directement à l'allumage. Ce que moi j'ai pas fait, ça va vous permettre de voir ensemble comment ça se fait. Vous pouvez le faire en manuel si vous le souhaitez. Ce qui est plus intéressant, c'est de le faire en automatique. Ok, nickel, ça a pris une fraction de seconde. J'ai encore un petit décalage avec le côté de mon écran. Et voilà, en utilisant l'évitement d'obstacles automatique, j'ai un écran qui est parfaitement calibré par rapport à ma toile. Et comme vous pouvez le voir, en tout cas j'espère, l'écran est devenu parfaitement parallèle par rapport au sol, ce qui n'était pas le cas avant. Allez, je vais l'embêter un peu plus et je vais le déplacer et on va voir ce que ça donne en matière de correction automatisée. Ouais, ça se fait vraiment en live, en direct. Je vais le remettre en position centrale. Ah, il m'a pas fait un perfect cette fois-ci. On peut le prendre, ouais, et encore, c'est plutôt bien. Je vais désactiver la protection intelligente des yeux qui réduit la luminosité du projecteur si quelqu'un passe devant l'image. Et on va faire un test de réduction de la taille de l'image. Je vais me mettre devant l'image, histoire de créer un obstacle. Et normalement, il devrait réduire la taille de son image. Ok, il l'a fait. Par contre, si l'obstacle est trop grand, si je me mets un peu plus en partie centrale, ça devient plus difficile pour lui et il me dit obstacle trop grand. J'ai modifié les paramètres de ma caméra pour essayer de vous montrer quelque chose. L'overscan, il s'agit d'une légère bande grise qui entoure le cadre de l'image, dans laquelle il n'y a pas d'image à proprement parler. Ici, elle va dépendre de la correction trapézoïdale que vous allez utiliser. Comme j'utilise maintenant, elle est quand même assez élevée, mais si vous n'en utilisez pas, vous aurez une légère bande grise qui entoure l'image d'à peu près 2 cm d'épaisseur. On l'oublie vite, croyez-moi. Si je devais râler, je dirais qu'il manque un système de détection de la couleur du mur qui permettrait d'adapter la colorimétrie du projecteur. Si vous avez un mur rose, il y a forcément des teintes à rectifier. Ça aurait été un petit plus assez cool. Je peux pas vous montrer 100% des paramètres, mettez sur pause si vous voulez les voir avec un petit peu plus d'efficacité. Vous avez ici le réglage du rétroéclairage. Je pense que vous allez laisser sur un bon niveau. Malgré tout, c'est important. En pleine nuit, avant d'aller dormir, très franchement, un projecteur de ce type-là réglé sur 10, c'est assez violent pour les yeux. C'est plutôt cool de pouvoir le diminuer. Vous pouvez mettre éventuellement en luminosité automatique. Je suis pas un gros fan. Idem, vous avez accès au paramétrage classique que vous allez avoir à l'intérieur d'Android TV11. Je vais pas vous les montrer dans le détail, c'est pas fondamental. Ce qui va être important par contre, c'est ça, les réglages du mode image qui aurait dû être parfait en natif. C'était un peu la promesse constructeur, malheureusement c'est pas le cas, il y a pas mal de réglages à effectuer. Restez sur contraste et saturation 50, HUE à 0, enfin la teinte à 0,
netteté, pas besoin de la modifier. Gamma, positionnez-vous sur sombre. Au niveau des températures de couleur, on va accroître un petit peu le rouge à 7, diminuer le vert et surtout le bleu à moins 40. Au niveau du réglage des couleurs en teinte, vous allez avoir ces valeurs-là, mettez sur pause si vous voulez les voir avec un peu plus de précision. Voilà les réglages niveau luminosité. Conservez en tête que ces paramètres ne constituent pas un absolu. Vous pouvez aussi régler la balance des blancs en 11 points. En fonction du gain, les paramètres seront à modifier, mais on va être à peu près sur ce genre-là si jamais vous êtes sur 5%. Autre conseil, positionnez-vous sur 8 au niveau du rétroéclairage. Et à cet instant précis, le bonheur peut commencer. Gardez bien en tête que les images que vous voyez sont retranscrites par ma caméra qui a ses points de faiblesse. Si vous voyez du balayage, si vous voyez du grain, si vous voyez des petits artefacts, etc., ou une couleur qui tire vers une certaine dominante, c'est lié à ma caméra. Vous allez devoir vous raccrocher à ce que je vais vous dire pour comprendre l'image, en plus de ce que vous allez pouvoir, j'espère, apprécier à l'aide des images que j'ai tournées. Niveau luminosité, le constructeur est passé d'une promesse de 4000 lumens en ANSI transformée en CVIA, une autre norme, une autre manière de calculer qui se veut plus précise avec un chiffre à 2200 qui devrait équivaloir en ANSI à peu près du 1900 lumens dans ces eaux-là. Et effectivement, le projecteur est en mesure d'envoyer à peu près 1900 lumens ANSI. Les 4000 espérés à l'époque sont utopiques. Le CVIA est censé fournir une information plus proche des conditions réelles d'utilisation. Aujourd'hui, on va pas challenger ça. Au niveau du delta E, il crevait le plafond. Lorsque le projecteur n'était pas calibré, n'était pas réglé, il est possible de descendre en dessous de 1 avec les bons réglages. Je n'ai pas noté de juddering effect, c'est-à-dire d'effet de conversion d'image conçue en 24 images par seconde vers une image en 60 Hz telle qu'elle est présentée ici et ne montera pas au-delà de 60 Hz d'ailleurs, même si la puce est 240 à la base. Je vous l'ai dit, par le biais du traitement XPR, on reste sur une image 60 Hz. Il n'y a pas d'effet de saccade qu'on pourrait avoir dans ce genre de conversion. Vous pouvez laisser le réglage MEMC sur faible, moyen éventuellement. Vous pouvez toujours tenter la désactivation. Le réglage fort, lui, n'est pas fondamental, n'est pas important. Ici, je ne peux pas vous montrer beaucoup d'images malheureusement dans ce cadre-là, tout simplement parce qu'elles sont pour la plupart soumises à des droits d'auteur. Et moi, ça m'arrange pas. De base, la netteté est bonne, même si elle n'est pas exempte de tout défaut quand on la regarde véritablement de près, en tout cas dans ses éléments les plus petits, mais sinon, il n'y a pas de correction particulière à faire. Le contraste est bon, parmi les meilleurs du marché, même si on n'est pas sur la promesse de 1600 pour 1, on sera plutôt autour de 1300. Ça reste parmi les meilleurs projecteurs que j'ai pu voir à ce niveau-là. Évidemment, c'est pas une télé OLED. Dans les scènes sombres, il y aura une perte d'information obligatoire. Visible plus ou moins en fonction des supports que vous allez utiliser, des supports de projection, vous pourrez distinguer un peu de tavelure, un peu de speckle laser qui apparaît essentiellement dans les scènes claires. Il s'agit d'un léger chatoiement qui peut apparaître dans certaines scènes claires et là je m'aperçois que ma caméra commence à vieillir salement puisqu'elle dérive plus que fortement vers le rose alors que l'image ici est blanche à la caméra. Et le réglage de la balance des blancs n'y change rien. J'apprécie que les zones à franche luminosité ne bavent pas sur les noirs, l'image est véritablement très propre. Encore une fois, eu égard au contraste, il y a certains détails qui vous échapperont. Donc là, vous allez voir le moulin rouge sans aucun problème, écrit marché Franprix sans aucun problème. À ma caméra, vous aurez du mal à distinguer le bâtiment que moi, je commence à distinguer avec mes yeux, mais évidemment sans comparaison avec une télé OLED. Là, par exemple, je peux arriver à voir l'intégralité du bâtiment. Ma caméra a ses limites. C'est bien dommage. L'espace DCI-P3 est entièrement couvert, ce n'est pas le cas pour le REC 2020. S'il fallait conclure sur ce projecteur, après calibration, vous obtenez tout simplement une très belle image, beaucoup plus belle que ce que vous voyez face à ma caméra. Au niveau des applications, vous aurez bien sûr accès au Play Store, mais ça ne signifie pas que vous aurez accès à toutes les applications que vous avez l'habitude d'utiliser. Un grand absent, malheureusement, Netflix, comme fréquemment. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour par DRM Info, et pourtant on est bien sur un niveau de sécurité L1 qui autorise les flux streaming en 4K, mais bon, Netflix, c'est toujours pas de la partie. Il y a par contre l'indispensable à ma survie, Molotov. Je ne passe plus maintenant que par ça pour regarder la télé. Le contenu sera préchargé en basse définition et au bout de quelques secondes apparaîtra en haute définition, ça marche sans problème. Le niveau de fluidité dans la navigation des menus du projecteur n'est pas totalement irréprochable, on peut avoir parfois quelques légères saccades qui reste de l'ordre de l'anecdotique. Vous avez accès à Disney+, vous avez accès à Prime Video, MyCanal, bien sûr, pourvu que vous ayez payé votre abonnement. Vous avez YouTube déjà préinstallé et indispensable pour moi aussi VLC. Le Wi-Fi 6 permet de transférer des flux vidéo quand même assez élevés. Donc là, vous êtes sur un flux Full HD du 1080p encodé en H265 qui marche sans aucun problème. Beaucoup plus difficile cette fois, je peux vous en montrer qu'un morceau pour une question de droit d'auteur. Il s'agit d'un fichier en 4K encodé en H264 encapsulé en MKV, fichier de 60 Go qui transite exclusivement par mon réseau Wi-Fi et qui marche
impeccablement bien lui aussi. Au sujet de Netflix, il y a quand même une demi-solution en téléchargeant File Commander et Desktop Assistant plus l'APK de Netflix, le fichier contenant Netflix. Vous allez quand même pouvoir l'utiliser sur ce projecteur, mais vous ne l'aurez pas en haute définition. Allez, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation qui disait c'est parti pour un Rocket League. Alors là, je vais me mettre en mode jeu. J'ai essayé d'améliorer les réglages sur ma caméra pour que vous ayez l'image la plus belle possible. Là, on va surtout parler input lag. C'est pas tant pour vous montrer le jeu vidéo en lui-même, qui est très sympa d'ailleurs au demeurant. L'input lag est inférieur à 50 millisecondes. On est autour de 35 millisecondes, ce qui fait que le temps de réponse, le temps entre le moment où vous allez effectuer une action sur la manette et sa répercussion à l'écran est totalement imperceptible. En gros, dès que vous faites le moindre mouvement, ça se voit immédiatement à l'écran. Et ça, je vais pas dire c'est cool, c'est même de l'ordre de l'obligatoire. Le son est bon, voire même très bon. Alors certifié Dolby Audio et DTS HD, il remplit mon salon de 40-50 mètres carrés sans trop de soucis, même si j'aurais aimé un petit peu plus de puissance sonore. On a quand même un sentiment de profondeur. Il n'y a pas de basse, il n'y a pas de grondement, bien sûr, c'est un projecteur. Il faut le relier à un kit externe pour avoir un son de meilleure facture et surtout avec plus d'ampleur, surtout pour le genre de film que je vous montre à moitié, encore une fois, pour une question de droit d'auteur. Mais il y a tout simplement un bon niveau natif à l'intérieur et sans dire que c'est jouissif, c'est pas mal du tout. Accroche-toi! Splash out! Splash out! Comme je le dis fréquemment à l'intérieur de mes vidéos de projecteurs bien heureux qui a les moyens de s'offrir ce genre de projecteur qui, si elle n'est pas forcément la meilleure alternative du marché, ça va dépendre bien sûr des sujets sur lesquels vous allez mettre l'accent, offre quand même in fine une très belle image. Et pour cela, il va falloir effectuer quelques paramétrages par rapport aux réglages natifs effectués par la marque, qui sont tout à fait perfectibles. Vous pouvez in fine obtenir une image nettement meilleure. Je vous ai montré quelques-uns de ces réglages à l'intérieur de cette vidéo. Ils ne sont pas forcément à prendre stricto sensu. À vous de voir, en fonction de vos goûts et des outils de calibration que vous avez à disposition, ce que vous avez envie d'obtenir comme résultat, mais il est tout à fait possible de s'en approcher. Il est super silencieux, il a un input lag très bas, il a un son qui est très bon, un niveau de réactivité tout à fait correct dans les menus, capacité à décoder les flux en 4K, il est bien ficelé. L'input lag parmi les plus bas du marché en fait un projecteur presque parfait pour jouer aux jeux vidéo, si ce n'est qu'il ne va pas au-delà de 60 Hz. Toutes choses pouvant être améliorées, le speckle laser a quelques aberrations chromatiques, l'absence de HDR10+, ou de Dolby Vision n'en font pas le projecteur parfait du moment. Ne vous reste plus qu'à aller découvrir son tarif, je vous ai mis le lien directement dans la description de la vidéo comme d'habitude. Pensez à la liker, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions le concernant, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!